Welcome to Energy Vista, a podcast where we make experts great again, contribute actively to the public debate and policy making around commodities, the geopolitics of energy, and trade. I'm your host, Leslie Palti Guzman. It's December 5, 2025, and time for a new Energy Vista episode. Today we're going to discuss European energy security, transatlantic relations, and the feasibility of a return of Russian gas in bigger proportion of Russian gas into Europe. My guest is Thierry Brault, an energy and climate expert, an advisor, and a professor with 3 decades of experience. I'm very pleased to receive him, and the conversation will be in French. Before we jump in, I'm going to frame the conversation. The question of the day is so crucial. Is Europe's ostracism of Russian gas irreversible? I use the word ostracism in reference to ancient Greece, where a citizen deemed dangerous was exiled because it was too dangerous for the democracy. Today, Russia and its energy exports have been banned by Western countries because they threaten international order and European security, notably by prolonging the war in Ukraine, and they have also stimulated an axis of bad actors where Russia is collaborating on military and intelligence with China, Russia, Iran, North Korea. So the answer matters because the implications are economic, geopolitical, industrial. It will shape future alliances, energy and infrastructure investments, and trade flows. The possibility of Russian gas returning comes up whenever there are peace negotiations ongoing on Ukraine. Why? Because a doubt remains. Is Europe truly better off without Russian gas, which is close, abundant, and historically affordable for European industry? Europe is not fully convinced that alternatives are as competitive. And Europe's economy has suffered from higher gas prices and the resulting pressure on industrial activity. The arguments I hear in favor of bringing Russian gas back are threefold. And by the way, I don't believe in all those arguments, and I will discuss it further in the podcast. One argument for advocating in favor of the return of Russian gas is one, it would reverse Europe's industrial decline and restore its competitiveness. Two, avoiding another dependence, notably with American gas. And some voices in Europe are concerned about the America First agenda. Third, creating, and that's mostly in the US that we hear this argument, creating a strategic wedge between Russia and China. And that assumes that China is the main long-term competitor and that reintegrating Russia into Europe and the G8 will serve that goal. But deeper questions remain. One is about ethics and morality versus economic interest. Russia is not a moral actor and doesn't share the same values as the transatlantic partners. It started a war unprovoked, and a war of aggression. Two, economic interdependence did not prevent the invasion of Ukraine, and Russia under Vladimir Putin is unlikely to change. Meanwhile, the US is offering carrots, incentives, and business deals to shape Russia's future choices, including we hear about Arctic deals in the Arctic and potential American corporate and energy actors' re-engagement with Russia. Europe, for its part, is moving toward a full phase out of Russian gas. It has even advanced its deadlines and plan to eliminate all Russian LNG and pipeline imports by the end of 2027. Whether it will be permanent is still uncertain. Interestingly, the current administration believes that even with peace and a limited amount of Russian gas back into Europe, Europeans will continue buying US LNG. At least it counters the claim that since the shale gas revolution, Washington's only goal has been to sell its gas to Europe. Yet this creates
also a contradiction in the American agenda. Because for sure, if Russian gas returns above current levels, US LNG will lose some market share. So what do I think? One, that trust is broken. But Europe is not monolithic. Some countries like Poland, Lithuania, Finland, and Ukraine will never import Russian gas again. Others like Germany, Italy, and France may be tempted. Two, there is probably no new long-term contracts with Russia. Most spot sales are some spot sales are possible, as well as increased exports of maybe blue ammonia, like before the war started. There were discussion about this, or hydrogen, more fertilizers. For existing contracts or contracts that have not expired and are still in arbitration, compensation in kind could emerge as a solution. Third, growing divisions between Europeans and Americans are possible. And that I will expand later on this one. And four, the timing favors Europe. The market is shifting toward oversupply, reducing the importance of Russian gas. But a big unknown is the future demand from European data center, for example. And where will this added required electricity come from? Will Europe need Russian gas to stay competitive in the AI race or in the mineral race? Russia still aims to weaken NATO, divide Europe, and undermine the transatlantic partnership. It would be naive to give Putin another chance and another chance and another chance. But it seems that the US is doing just that right now, or maybe it's reverse psychology applied to real politics. Bonjour Thierry, merci de rejoindre le podcast Energy Vista. Bonjour Leslie, merci à toi. Je crois que c'est la deuxième fois, donc je suis ravie, mais dans un contexte très différent. Aujourd'hui, on va essentiellement parler des relations transatlantiques, la sécurité énergétique en Europe, l'exclusion du gaz russe en Europe, ou bien le retour du gaz russe en Europe, à voir. C'est des sujets du jour. D'ailleurs, c'est une question essentielle à l'heure actuelle. À chaque fois qu'il y a des négociations qui reprennent avec l'Ukraine, tous les experts, les journalistes se demandent de nouveau, est-ce que le gaz russe va revenir en Europe? Donc, pourquoi est-ce que cette question revient en fait? Pourquoi est-ce qu'on a des doutes alors que la Commission européenne vient cette semaine de statuer et avec conviction que le gaz russe sera banni définitivement de l'Europe fin 2027, GNL et pipeline? Alors, réponse en deux temps. D'abord parce que ce qu'a fait la Commission, ce n'est qu'une ébauche. Il va falloir le mettre en pratique et le diable est toujours dans les détails. Alors, la Commission avait mis un embargo sur le GNL. Elle a transformé cela en une régulation. C'était le 3 décembre. Mais cette régulation, elle a essayé de la faire passer sans avoir l'unanimité au Conseil et évidemment, le Premier ministre hongrois va attaquer cette décision à la Cour de justice européenne. Et donc, il n'est pas tout à fait certain que la Commission gagne lors de ce procès, premièrement. Deuxièmement, le diable est dans les détails parce que le gaz russe qui aujourd'hui arrive en Europe, il arrive via la Turquie et la Turquie ne joue pas le jeu avec l'Union européenne. Donc il va être assez compliqué de trouver la natalité, l'origine, la nationalité de la molécule quand elle va passer entre la Turquie et la Bulgarie. Alors oui, nous tous les deux, nous savons que c'est du gaz russe qui passe par là, mais qu'est-ce qui empêcherait Potash de racheter ce gaz et ensuite de le revendre aux Hongrois comme du gaz turc? Encore une fois, les traders sont assez bons pour contourner les sanctions. Il y en a même dont c'est le business principal. Donc, c'est pas absolument certain. Deuxièmement, il est
à mon avis, très présomptueux de se dire jamais. Le monde étant ce qu'il est, effectivement, on va avoir un jour à se reposer la question de comment est-ce que l'on va pouvoir ou pas accepter du gaz russe. Alors pourquoi l'accepter? D'abord parce que l'économie européenne aujourd'hui est à l'arrêt. Le- J'allais dire, un des arguments principaux que j'entends pour, enfin, un argument en faveur du retour du gaz russe, c'est parce qu'il y a encore cette notion, je ne sais pas si c'est une croyance ou un mythe, mais que le gaz russe est le moins cher. D'une certaine façon, c'est vrai. Mais bon, il y a d'autres sources aussi. C'est le moins cher et que pour que la compétitivité européenne revienne, on a besoin de ce gaz qui est à proximité, qui est bon marché, et parce que l'industrie européenne a été très touchée depuis l'invasion en Ukraine, et de façon compétitive par rapport aux autres pays dans le monde, l'Europe en pâtit. Oui, alors exactement, c'est le moins coûteux du portefeuille, hein, puisque c'est le plus proche et il arrive par gazoduc. Il est en plus, ces projets ont été amortis du temps de l'Union soviétique, hein, donc il y a assez peu de retour sur investissement nécessaire aujourd'hui sur ce gaz-là. Premièrement. Deuxièmement, il y a un pays en Europe qui a fait son business model sur j'achète du gaz russe pas cher pour construire des voitures que je peux vendre cher aux Chinois. Nommons-le, Évidemment, l'Allemagne. en substance, l'Allemagne, effectivement. Et donc, l'Allemagne est en récession. L'Allemagne ne sortira pas de récession, il faut être très très clair. On peut mettre tous les plans de relance que l'on veut. Le business model de l'économie allemande est totalement décalé aujourd'hui. Il ne peut plus fonctionner. Alors, l'Allemagne a finalement deux choix, soit la récession perpétuelle, et ça marche un certain temps, mais au bout d'un moment, les citoyens commencent à se rebeller, soit la zéro croissance, c'est-à-dire ce qu'a vécu la France, ce qu'a vécu le Japon, etc. Et pour obtenir ne serait-ce que ce zéro croissance, il va leur falloir du gaz moins cher pour arrêter leur désindustrialisation. C'est tout. Et l'Allemagne le dit d'ailleurs de façon assez claire aujourd'hui. Ils ont mis des terminaux de regazéification parce que autrement ils n'avaient plus d'énergie, mais ces terminaux, pour eux, c'est trop cher. Ils ne savent pas faire autrement, et donc dès que le gaz russe, dès qu'il y aura une paix en Ukraine, ils se tourneront vers les camarades russes pour avoir du gaz peu cher. C'est pas les D'ailleurs, seuls, hein, d'ailleurs. ils ont pas tous été utilisés, ces terminaux à Tout à, capacité. tout à fait. Oui, tout à fait. Et un autre argument que j'entends en faveur du retour du gaz russe, c'est la peur de créer en Europe une autre dépendance. Donc, il y avait la dépendance avec le gaz russe, et en ce moment, il y a une peur de créer une dépendance avec le gaz américain. Donc, à peu près, le GNL américain a remplacé à peu près un tiers en 2024 des volumes euh, que la Russie avait l'habitude d'exporter en 2022, ou avant 2022. Donc, un tiers des volumes ont été remplacés par le GNL américain qui prend de plus en plus de parts. Mais il y a aussi le gaz norvégien et il y a d'autres sources et puis il y a d'autres énergies en Europe. Mais il y a quand même cette anxiété, notamment peut-être à cause de l'agenda America First, qui crée un peu une peur en Europe. Mais donc, qu'est-ce que tu penses de cet argument, la peur de créer une nouvelle dépendance vis-à-vis du gaz américain, et donc de ce fait, on a besoin de nouveau du gaz russe? Alors moi, j'ai été en charge de la sécurité d'approvisionnement de la France il y a très longtemps et je sais que pour avoir une souveraineté énergétique, eh bien, il faut avoir une diversification de ses approvisionnements. C'était d'ailleurs ce que la France avait fait. La France a été capable de faire face à cette crise du gaz russe parce que la France avait des terminaux de regasification. On n'a pas eu besoin d'en construire au dernier moment, etc. Donc, il y a cette vision churchillienne du fait qu'on peut arriver à résoudre l'équation compliquée en ayant de la diversification. Premier point. Deuxième point, il y a une façon quand même beaucoup plus simple de résoudre l'équation, c'est de reproduire chez nous,
de produire du gaz chez nous. Or, on voit certains pays qui avaient tourné le dos à cette idée parce que contraire au Green Deal, revenir sur ces sujets-là. On voit Comme par la exemple Grèce. la Ouais. Grèce, on voit par exemple l'Italie, mais on voit par exemple un pays qui est, je dirais, moins visible, le Danemark. Le Danemark redevient net exportateur de gaz parce qu'il a relancé un champ en offshore. Et donc on voit bien que la première des façons d'être souverain, c'est de produire chez soi. Alors effectivement, ensuite, si on ne veut pas, si c'est une réponse dogmatique, comme la France, comme l'Union européenne, eh bien alors à ce moment-là, on accepte d'être dépendant. Et ensuite, dans cette deuxième analyse, on doit diversifier. Mais nous serons dépendants tant que nous n'aurons pas décidé de combien de gaz on pense avoir besoin à l'horizon 2050, puisque les objectifs de la Commission sont toujours d'avoir le moins de gaz possible, et combien est-ce qu'on veut en produire sur notre territoire. D'ailleurs, est-ce que la Commission parle encore de la sortie totale des énergies fossiles? Non, elle ne parle plus de ça puisqu'elle dit il y aura du gaz pendant au moins jusqu'en 2050, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, la Commission est sur un principe où elle pense que la demande gazière va baisser. Or, on voit qu'en 2024, elle n'a pas baissé en Europe. On voit qu'en 2025, elle est en train de croître par rapport à 2024. Et on voit que finalement, la décroissance que l'on a réalisé les années de la guerre en Ukraine, c'est une décroissance par désindustrialisation. Donc encore, on en revient à notre même question. Est-ce qu'on veut être net zéro en n'ayant plus aucune industrie sur notre territoire? C'est possible, c'est pas sûr que les gilets jaunes acceptent. Non, très intéressant. D'ailleurs, pendant Covid, le gaz américain était vendu à son coût marginal et assez compétitif avec le gaz russe. Est-ce que tu crois que maintenant qu'on va être peut-être dans un retour d'un marché acheteur, avec des prix sûrement plus bas dans les prochaines années, tellement il y a de nouvelles capacités de liquéfaction et d'exportation qui arrivent sur le marché, est-ce que, est-ce que tu crois que le gaz russe sera encore celui qui est le plus bon marché? Et deuxième question, est-ce que les Européens acceptent de payer un security premium? C'est-à-dire que on sait que dans le passé, la Russie a utilisé son gaz comme une arme. Et dans ces cas-là, pour avoir des sources de gaz plus, je sais pas, plus reliable, plus, bon bref, t'as Oui, compris. oui. Est-ce qu'il y a un prix à payer pour ça? Mais il y a forcément un prix à payer. C'est le prix que l'Allemagne n'a pas voulu payer et qu'elle a finalement et qu'elle paye aujourd'hui. Et effectivement, c'est ce que j'appelle le prix de l'assurance, c'est-à-dire la diversification des approvisionnements. C'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est ne donc pas se fournir vers celui qui est le moins cher, mais acheter du gaz vers quelqu'un qui est un peu plus cher pour avoir cette diversification. Et c'est pour ça que j'expliquais que l'économie allemande ne pourrait pas redémarrer. L'économie allemande n'a pas été dimensionnée avec ce premium. Et donc l'économie allemande, elle a absolument désespérément besoin d'énergie pas chère. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. D'autres pays l'ont beaucoup mieux intégré. La Grèce, l'Italie, la France ont des politiques de diversification des approvisionnements et donc ont un surcoût. L'Allemagne, finalement, a fait porter le surcoût aux autres, comme souvent. Et effectivement, aujourd'hui, les autres ne voudront plus porter le surcoût allemand. Et donc, l'Allemagne devra réfléchir à comment elle veut faire. Mais je crois que ça devient on revient à la subsidiarité et donc à la responsabilité des États. La Commission pourrait fixer un cadre général sur le gaz russe, c'est-à-dire revenir sur la réglementation en disant on en accepte un certain volume. Et donc, je pense que c'est là où on peut jouer en disant on n'en accepte qu'un certain volume, pas les 160 milliards de mètres cubes que l'on avait avant, mais plutôt quelque chose comme 60 milliards de mètres cubes par an. Mais au-delà, les pays devront réfléchir à ce qu'ils veulent faire. Et encore une fois, on a pendant 5 ans fait une politique énergétique sans vraiment se poser de la question du coût énergétique. Aujourd'hui, la question revient de façon frontale face à tous les politiques.
Oui. L'Europe n'est pas monolithique, donc je pense que des pays comme la France, l'Allemagne, l'Hongrie bien sûr, vont être tentés de reprendre plus de gaz russe potentiellement, mais des pays comme l'Ukraine, bon, bien sûr, la Finlande, la Pologne ne reprendront jamais du gaz russe. Donc, est-ce que ça va pas diviser les Européens entre eux aussi? Oui, alors, tu as tout à fait raison. La Pologne, par exemple, a démantelé l'entrée du pipe du Bélarus en Pologne et donc il n'y aura plus jamais de gaz russe qui arrivera de Bélarus en Pologne. Donc ça, je pense que c'est effectivement une vision, mais encore une fois, un État a le droit d'avoir ce genre de vision. Et donc la Pologne a eu cette vision-là, mais la Pologne a vu une vision de plus de gaz russe depuis très longtemps. En 2012, la Pologne dit je n'aurai plus de gaz russe en 2022 et met en place une stratégie pour ne plus avoir de gaz russe. Pour l'Ukraine, c'est un peu différent. Je pense que l'Ukraine, ils auront, s'il y a du gaz russe qui revient en Europe, ils retrouveront le transit et donc ils retrouveront la rémunération du transit. Donc je pense qu'ils pourraient aussi être intéressés par récupérer une partie du gaz russe comme ils l'ont fait avant. Mais les pays vont devoir réfléchir. C'est pour ça que je parle de subsidiarité. Ça ne pourra pas être fait au niveau de Bruxelles puisque il y aura des fractures très dures et chacun des pays devra le faire. Mais Bruxelles, et c'est là où je pense, où je reste pro-européen, Bruxelles devra avoir une vision globale. Mhm. Je pense que de toute façon, la guerre en Ukraine a déjà divisé beaucoup les Européens par rapport à... Enfin, il n'y a pas eu vraiment d'énergie, de politique d'énergie commune, je pense. Enfin, pour moi, les Italiens, par exemple, ils ont été solos, ils ont été en Algérie, signé leur contrat. Il y a eu plein de pays, en fait, qui ont adopté différentes stratégies avec leurs intérêts nationaux en premier. Donc de toute façon, ça a déjà été le cas. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de... Chacun a suivi ses intérêts. Mais c'est le propre des États de suivre leurs intérêts. Et donc, moi, je ne reproche pas à l'Italie d'avoir suivi ses intérêts. L'Italie a été plus malin et a effectivement mieux défendu ses intérêts, oui, et chapeau aux différents premiers ministres italiens, puisqu'ils se sont succédés pendant cette période-là, pour avoir fait cela dans la continuité de l'État italien. Donc, oui, mais encore une fois, c'est parce que ces politiques-là sont au plus proche des peuples, donc ils comprennent. Je suis pas sûr qu'à Bruxelles on comprend vraiment la problématique de l'énergie chère. Je suis pas sûr que quand on est dans la bulle de Bruxelles, on intègre tout cela. Ceux qui sont élus sur le terrain, eux le comprennent et on voit bien par exemple en France et ailleurs en Europe en ce moment une montée des populismes dès que l'on veut augmenter le prix de l'énergie. Et je crois que c'est ça vraiment ce qu'il faut comprendre. Il faut bien comprendre que on ne peut plus demander au peuple de payer plus cher pour quelque chose qui est un bien essentiel. On l'a oublié pendant quelques années. On a fait une libéralisation en espérant que ça baisse les prix. Ça n'a pas baissé les prix malheureusement, mais encore une fois, c'est quelque chose d'essentiel. Ça a toujours été essentiel à toutes les sociétés, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit le Parti communiste chinois. Il faudrait quand même que les Européens comprennent que leurs intérêts, c'est aussi une énergie abondante, peu chère et décarbonée. Et t'as pas vraiment répondu directement à la question de savoir si le gaz américain est assez compétitif pour l'Europe ou pas. Alors, le gaz américain, il sera plus coûteux, mais encore une fois, c'est la prime de risque. Donc, et encore une fois, si nous avons décidé de ne pas le produire chez nous, c'est le principe du merit order. Plus, si je ne veux pas produire à bas coût chez moi, je vais donc, si j'en ai besoin, importer d'un endroit où ça coûtera plus cher. C'est de l'économie pour les nuls. Le seul problème, c'est que beaucoup à Bruxelles n'ont pas le niveau de l'économie pour les nuls. Mhm. Tu parlais un peu plus tôt du volume acceptable ou pas de retour de gaz russe. Donc là, on est à peu près à 12%, je pense, Mm. de gaz russe dans le marché européen, GNL et pipeline. Qu'est-ce que tu crois, quelle proportion serait acceptable politiquement et aussi avec la société? Parce que
on n'a pas arrêté de parler pendant plus de 2 ans maintenant qu'il faut arrêter de donner des revenus à la Russie pour arrêter la guerre, que les Russes ont manipulé les prix et leur exportation avant la guerre et pendant la guerre. Donc, comment on va le vendre à la population aussi, ce retour du gaz russe? Mais on a été très naïf sur tous ces sujets-là. L'utilisation de l'arme gazière par la Russie, on pouvait s'en douter. L'utilisation de la hausse des prix en utilisant l'arme gazière, tout le monde le savait. Donc vraiment, on n'a pas été en capacité de réfléchir. Gouverner, c'est prévoir. Et donc c'est la question, c'est comment est-ce que on essaye de prévoir, de voir les risques et d'essayer d'y répondre en amont. Alors moi je dis sur le gaz gazeux, donc celui de Gazprom, finalement c'est celui qui est le moins cher puisque le gaz naturel liquéfié russe c'est un peu différent, mais le gaz gazeux de Gazprom, moi je dis on pourrait en prendre aux alentours de 60 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui c'est 16 milliards de mètres cubes qui passent par Turkstream. Alors pourquoi 60 milliards de mètres cubes? Parce que je réponds à la question du risque d'utilisation encore de l'arme gazière. C'est-à-dire que je dois me poser la question, si demain les Russes coupent, quelle est mon option? Et à 60 milliards de mètres cubes, mon option, c'est je prends le gaz russe pour arrêter les centrales à charbon, en particulier en Allemagne, et si le gaz russe venait à s'arrêter, je peux relancer mes centrales à charbon. Donc, les 60 milliards de mètres cubes, c'est à peu près l'équivalent de la production électrique au charbon en Europe. Donc, Et ça, c'est aussi l'équivalent de ce que le GNL américain, des importations de GNL américain en 2024, soit mais BCM. Donc c'est intéressant parce que est-ce que tu penses que si on arrive à ces niveaux de retour de gaz russe, ça va déplacer le gaz américain ou bien au contraire, ça va faire repartir l'industrie européenne et d'autres centres de demande en Europe? alors, je crois pas que l'on arrive. Je suis assez pessimiste sur l'Europe. Je pense que nous avons tellement procrastiné que nous ne pourrons plus changer. Je crois que la meilleure des pentes possibles pour nous, c'est le surplace, si on ne veut pas mourir rapidement. Je prends un exemple, le rapport Draghi, qui était soi-disant l'alpha et l'oméga. Un an après, on a mis en place 10% de ce qui était dans le rapport Draghi. Alors si c'était essentiel, absolument nécessaire, etc., si je vais aux urgences, je veux être traité. Si je vais aux urgences et qu'on ne traite que 10% de mes problèmes, je risque quand même de mourir assez rapidement. Donc, je suis pas sûr que l'Europe soit en capacité de faire. Je pense qu'il y a certains pays qui vont arriver. C'est pour ça que je reviens à la question de la subsidiarité. Je pense qu'il va y avoir en Europe une concurrence plus vive entre pays. Et donc, c'est ça qui va peut-être permettre une renaissance de certains pays. Et je crois particulièrement qu'on va avoir une renaissance dans les pays au pourtour de l'Union européenne et pas au centre. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir, c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez intéressant. Le centre va mourir petit à petit et le pourtour va être en capacité de croître en prenant ce que le centre est en train de tuer. On va avoir des industries qui vont finalement partir de l'Allemagne et qui vont aller soit en Pologne, soit en Espagne. C'est ce qu'on voit dans l'industrie automobile. On voit bien que finalement, bah, c'est plus simple d'avoir une industrie en Pologne ou en Espagne plutôt qu'en Allemagne. C'est plus simple d'avoir une industrie en Italie ou en Grèce plutôt qu'en France. C'est plus simple d'aller sur les pays baltes qu'en Belgique. Et donc c'est ça qui va se faire. Alors ensuite, est-ce que ces États qui ont créé l'Union européenne vont être en capacité de se réveiller? Je doute fortement, mais je pense qu'il y a une certaine volonté de revanche, et c'est ça qui est bien, je pense, dans le bon terme que j'utilise, de certains pays, la Grèce en particulier, hein, qui finalement l'explique assez ouvertement, en se disant finalement le centre nous a asséné des règles extrêmement compliquées lorsqu'on a eu cette crise de la dette. Maintenant, nous avons
redynamiser nos économies, nous avons besoin d'énergie moins chère. La Grèce, comme l'Italie, suit cette même règle. Et lorsqu'on aura mis ça bout à bout, plus le fait que c'est quand même un peu plus sympa d'habiter la Grèce ou l'Italie que d'habiter Bruxelles ou l'Allemagne, eh bien, on va avoir, à mon avis, une certaine réindustrialisation dans ces zones-là, avec de l'autre côté une poursuite de la désindustrialisation dans l'Europe du centre. Même géopolitiquement, d'ailleurs, la Grèce se positionne actuellement plus vers la région Méditerranée-Est et a de plus en plus de relations économiques, technologiques et d'énergie avec Chypre, Israël et l'Égypte, et en train d'essayer de faire un petit hub aussi régional. Oui, Et pour remonter aussi du gaz vers l'Ukraine. oui, parce qu'ils gagnent des deux côtés. Les Grecs ont bien compris que devenir la porte d'entrée du gaz ou des électrons verts, puisqu'il y a une partie d'électricité, eh bien, ils auront les filles de transport. Et donc, effectivement, la Grèce a compris cela. On parlait plutôt du fait que l'Europe, la Commission européenne doit décider si on a besoin du gaz et de combien. Il y a aussi cette question, on en parle beaucoup surtout aux États-Unis, mais des centres de données et de la compétition en fait pour l'électricité. On va avoir potentiellement besoin de plus d'électricité aussi en Europe, que ce soit pour l'intelligence artificielle, mais aussi pour les voitures électriques, pour l'hydrogène. Donc potentiellement, il y a plus d'électricité, on va avoir besoin de la produire, d'où ça va venir? Et est-ce que le gaz, dans ces cas-là, est-ce qu'on aura besoin de plus de gaz ou bien ça va être comme en France, peut-être plus de nucléaire ou de renouvelables et autres? Alors, quelques points d'abord sur la croissance de l'électricité. Si on regarde d'abord cet élément-là, on se rend compte que sur les 15 dernières années, il y a eu aucune croissance, en Europe comme aux États-Unis d'ailleurs. Et pendant ces 15 dernières années, on a construit des data centers. Pas la première fois. Donc effectivement, aujourd'hui, on dit on va créer des data centers encore plus gros et c'est cela qui va générer cette hausse. Je suis pas complètement sûr. Je suis pas complètement sûr que les nouveaux data centers soient pas plus efficients et que finalement, oui, on a eu une petite hausse aux États-Unis parce qu'on s'est mis à le faire très vite, parce que il y a quelque chose qui est d'un risque systémique de voir les Chinois passer devant les États-Unis. En Europe, ça fait longtemps qu'on est derrière, donc on se pose pas la question du risque systémique. Quand Macron va en Chine, c'est pour essayer de récupérer de la technologie. On est passé de l'autre côté quand même. Et donc, je suis pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup plus d'électricité pour l'intelligence artificielle. On en aura besoin d'un peu plus pour les voitures électriques, certes, mais encore une fois, ça sera beaucoup plus lent que prévu. On imagine la Commission européenne qui pourrait revenir sur une interdiction des véhicules thermiques à l'horizon 2035. On voit bien que finalement, en France, on est exportateur d'électricité, donc on a beaucoup d'électricité disponible, et on voit bien que si en France, en Belgique ou ailleurs, ou en Allemagne, on n'avait pas fermé des centrales nucléaires, on avait largement de quoi avoir de l'électricité peu chère pendant encore plusieurs décennies. Alors ensuite, la question se pose sur post-2040. Post-2040, oui, je pense qu'il y aura à ce moment-là une électrification massive, mais là, soyons très clairs, l'Europe étant à la traîne, elle reprendra les modèles de SMR que les Américains ou les Chinois ou les Russes ont développés, espérons que ce soit les Américains, et l'appliquera. Et c'est à ce moment-là qu'on fera la transition énergétique. Mais nous ne sommes plus ni les leaders, ni même ceux qui pouvons la réguler. Hmm. Tu es très optimiste, Thierry. Ben, je crois que on voit aujourd'hui 15 ans d'erreurs énergétiques et comme tu l'as dit, on n'a pas fait grand-chose dans les 3 dernières années. On aurait pu se réveiller. On n'a pas fait grand-chose ni dans l'énergie, ni dans le militaire d'ailleurs. On a essayé de mettre quelques petites rustines en se disant je vais créer 2 terminaux de regasification, voir ce que ça fait, etc. Je vais envoyer un peu d'argent à l'Ukraine, etc. Mais nous sommes de facto hors jeu.
Peut-être que The National Security Strategy qui vient d'être publiée pendant cette nuit va faire une autre thérapie de choc pour les Européens. Parce que je pense que les États-Unis, bon, ils veulent que l'Europe se réarme, mais ils veulent aussi que... Je pense qu'aux États-Unis, et ça c'est un autre argument pour le retour du gaz en Europe, pour les États-Unis, l'adversaire principal, c'est la Chine. Et tout doit être mis en place pour contrer la Chine. Et si besoin, donc séparer la Chine de la Russie. Et donc toutes les carottes et les incentives actuellement dont on parle pour ramener la Russie dans la sphère des nations occidentales, c'est pour éventuellement faire des business, des accords et se dire que quand il y a une interdépendance économique, ça crée la paix. Sauf que on a vu qu'avec l'invasion en Ukraine, que ce soit en 2014 ou en 2022, cette théorie n'a pas marché parce qu'il y avait une énorme interdépendance économique et énergie, notamment avec l'Allemagne, et ça n'a pas empêché la Russie d'envahir. Mais est-ce que tu crois en Europe, je suis pas sûre qu'il y ait la même perception sur la Chine qu'aux États-Unis, ou bien c'est en train de venir. euh, et dans ces cas-là, il faut mieux dealer avec la Russie qu'avec la Chine. Mais sur la Chine, nous avons en Europe fait de très grosses erreurs. On a finalement fait harakiri à notre société, à nos industriels de l'automobile, et les Chinois ont repris le flambeau. Les panneaux solaires, même chose. Donc finalement, la leçon n'a pas été apprise et on continuera la même chose. Donc je suis absolument pas convaincu qu'on soit capable de voir la Chine comme un allié ou comme plutôt un adversaire systémique. Je vois que la Chine a fait des achats en Europe qui sont stratégiques et que personne en Europe, de la Commission aux États, n'ont émis le moindre doute sur le début d'une analyse de risque. Lorsque les Chinois sont coactionnaires sur les nouveaux réacteurs anglais, ils étaient jusqu'à récemment, c'est un problème. Lorsque les Chinois sont propriétaires de sociétés d'énergie en Europe, renouvelables ou pas, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on a fait la même chose avec les Chinois que ce que l'on a fait avec Gazprom et la Russie. Ça, le résultat sera le même. Le résultat sera le même, c'est-à-dire que nous sommes et nous allons devenir de plus en plus dépendants des Chinois et nous n'aurons plus notre libre arbitre. Je suis assez pessimiste sur ça parce que si on avait dû se réveiller, on aurait quand même pu imaginer que la guerre en Ukraine que nous ne pensions pas possible, nous ne pensions cela pas possible, puisque comme tu l'évoquais, on était parti sur un principe, le business fera que nous ne ferons jamais la guerre. Que cette guerre en Ukraine nous réveille. Elle nous a pas beaucoup réveillés. On a essayé de baisser, on n'a même pas essayé de baisser nos importations de gaz russe. C'est la Russie qui les a baissées d'ailleurs, jusqu'à présent. A-t-on finalement relancé notre industrie du nucléaire? Très peu. Sommes-nous capables de produire des drones au niveau de ce que les Russes, les Nord-Coréens ou les Ukrainiens produisent? Réponse non. Voilà, donc on est finalement très fort pour aller à la télé et expliquer ce que l'on pense faire, mais on est très mauvais à le faire. Donc tout à l'heure, on parlait du pipeline gaz et des niveaux qui pourraient peut-être ou pas revenir. On n'a pas encore trop parlé du GNL russe, dont la plupart actuellement va vers l'Asie, notamment la Chine, surtout pour les projets arctiques. Il y en a encore un peu qui va en Belgique, par exemple, ou en France, mais avec la décision européenne, ça risque de ne plus se passer après, dans 2 ans, dans moins de 2 ans. Comment tu envisages le futur des exportations de GNL russes
Est-ce que tu penses que, là on parle de compagnies américaines qui pourraient acheter des parts dans Novatec ou faire des deals sur le côté? Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, le GNL, c'est un peu différent du gaz gazeux puisque c'est un marché fongible, hein. Donc après, effectivement, le cargo ira là où le prix est le plus élevé. Premièrement. Deuxièmement, l'article que tu évoquais, c'est sous sanction américaine. C'est ça qui fait que aujourd'hui ça n'avance pas, hein. Si on voit bien, les États-Unis ont la capacité de mettre des sanctions qui gênent les Russes beaucoup plus qu'autre chose, puisque finalement, nos sanctions n'ont pas fait grand-chose à part rerouter du pétrole russe de l'Europe vers l'Inde ou la Chine. Euh, donc, la carte, malheureusement, elle est entre les mains de Trump. Donc, Trump décidera, enfin, ce qu'on a vu cette semaine où à Moscou se réunissent les Américains, enfin certains Américains, les Chinois et les Russes, malheureusement, ça risque d'être le nouveau monde, ça risque d'être on enverra le mail à l'Europe en lui disant voilà ce qui a été décidé. Nous ne sommes pas réveillés. Enfin, la réunion de l'OTAN du 3 décembre, le représentant américain n'était pas là au plus haut niveau. Donc on voit bien que nous sommes devenus une zone secondaire. Donc là, on arrive dans l'hiver, il fait moins 6 degrés Celsius à New York. Je pense qu'il fait froid aussi à Paris et en Europe. Comment tu le sens pour cet hiver? Les prix du gaz sont plutôt redescendus. Est-ce que, et là on en parlait un peu plus avant, il y a ce sentiment de confort un peu dans le marché parce qu'il y a tellement une abondance de gaz, surtout qui vient d'Amérique du Nord en ce moment. Est-ce que l'Europe devrait être plus concernée pour sa sécurité énergétique? Alors, oui, elle devrait toujours l'être parce qu'encore une fois, si nous ne le produisons pas chez nous, hein, je prends un exemple très simple. Nos stocks sont pleins à 74% aujourd'hui. Ils étaient pleins à 84% l'année dernière. Si la Russie continue à attaquer la production de gaz en Ukraine, ça veut dire que l'Europe devra alimenter l'Ukraine avec plus de gaz. C'est aussi simple que ça. Donc, il va falloir faire venir plus de gaz naturel liquéfié. C'est d'ailleurs ce que l'on voit. On voit des niveaux records de gaz naturel liquéfié qui arrivent en Europe, et peut-être qu'une partie de ces volumes va aider l'Ukraine. Donc la problématique reste toujours d'actualité. Mais maintenant, les prix sont restés élevés, hein, on est autour de 10 dollars par million de BTU, et à ce prix-là, finalement, tout le monde gagne beaucoup d'argent. Alors, peut-être un peu moins le prix aux États-Unis, lorsque le prix aux États-Unis qui est en train de monter est à monter à 5 dollars. Effectivement, à partir d'un certain moment, la liquéfaction va coûter assez cher aux États-Unis et va limiter peut-être les volumes. Mais moi, je pense que nous sommes partis pour avoir une crise latente d'énergie, c'est-à-dire des prix d'énergie qui seront durablement chers en Europe. Et c'est pour ça que notre modèle va souffrir parce que nous ne sommes pas en capacité d'avoir de l'énergie, de l'électricité, du gaz, du pétrole moins cher. Finalement, la seule chose dont on bénéficie en Europe, c'est le pétrole à 60 dollars par baril, qui est une demande de Trump. Voilà. Trump, quand il arrive à la Maison Blanche, le pétrole est à 80, il dit je veux que ça soit à 60, à 50, et les marchés finalement, l'OPEP, finalement pour ne pas s'opposer à Trump, met quelques volumes sur le marché supplémentaire et fait doucement baisser le prix. C'est la seule chose dont on est bénéficié nous au niveau de l'énergie. Très intéressant comme analyse. Thierry, qui est derrière les explosions de Nord Stream 2, enfin de Nord Stream 1 et 2? Moi, je sais pas, j'ai toujours dit que ceux qui étaient absolument farouchement opposés, c'était les Ukrainiens. J'ai toujours dit qu'une fois que ces pipes sont explosés, ils ne recommenceront jamais. Donc je pense que là, c'est pas du tout dans mon analyse, je les réutilise pas. Et je pense que celui qui n'a pas explosé ne sera pas utilisé parce que, comme tu l'indiquais, la Pologne s'y opposera farouchement
et fera tous les procès possibles pour que ça ne soit pas mis en route. Mais encore une fois, il nous reste le transit via l'Ukraine qui, lui, n'a pas été bombardé. Donc, selon toi, c'est les Ukrainiens. Peut-être, c'est pas moi, hein, mais après, voilà, après, mais je sais pas, mais je pense que c'est, enfin, pour une analyse de marché, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour une analyse géopolitique, ça peut avoir de l'importance, et je pense que ceux qui font ça doivent le savoir. Pour une analyse de marché, je suis pas sûr que ça ait vraiment de l'importance. Bien noté. Passons à ta trajectoire personnelle. Donc, toi, tu as commencé en tant qu'analyste dans le gouvernement et dans des banques, enfin, surtout la Société Générale. Est-ce que c'est, comme tu es professeur actuellement à Sciences Po, est-ce que c'est un début de carrière que tu recommandes? On sait qu'il y a beaucoup de transformations actuellement dans enfin, pour ce qu'on appelle les white collars, avec l'intelligence artificielle et autres. Qu'est-ce que tu recommandes à tes étudiants? Moi, je pense qu'il vaut mieux aller dans les startups. Je pense que quand on a 20 ans, il y a 35 ans, il n'y avait pas de start-up, mais aujourd'hui, il vaut mieux aller à tous les niveaux dans une start-up si on veut faire de la recherche fondamentale sur le nucléaire. Je pense que les petites sociétés américaines sont peut-être meilleures, certainement meilleures et plus intéressantes que les gros centres de recherche français qui dorment sur leur laurier depuis des années. Donc, je crois vraiment que à tous les niveaux, la start-up, c'est plus intéressant, c'est plus motivant. Alors, il y a un risque, effectivement, ça peut rater, ça peut réussir, tu le sais très bien. Et ben, lorsque ça rate, ben, on a perdu 2 ans, mais on a appris quelque chose. Et puis, lorsque ça réussit, on devient plus riche et on peut faire des choses plus intéressantes. Donc, moi, vraiment, je pense que le monde d'aujourd'hui est un monde plutôt de start-up et rentrer dans un grand groupe ou rentrer dans un État, au sein d'un État, je suis pas sûr que ce soit l'alpha et l'oméga d'une carrière pour un jeune. Tu as toujours été très indépendant toujours un franc-parler dans tes analyses. Est-ce que tu en as payé un coup? Du sur ces sujets-là, non, je pense que du temps. D'abord, un analyste banquier se doit d'avoir raison. Donc, à partir de là, ce qui compte, c'est est-ce que sa feuille Excel est meilleure que celle du concurrent. Et donc là, j'en ai pas payé un coup, c'était plutôt bien. Pour ce qui est du au service de l'État, non, j'ai pensé que c'était des années très intéressantes, mais aujourd'hui, est-ce que je referais cela avec le millefeuille, etc., qui existe et le nombre de fonctionnaires qui existent entre, je dirais, le ministre et le junior en bas de l'échelle? Certainement pas. Et j'ai aussi fait avant un centre de recherche. C'était pas des grandes années et c'était pas et il y avait euh, une euh, une bureaucratie très lourde. Donc je crois vraiment que l'avantage aujourd'hui des jeunes, c'est de pouvoir sortir du système bureaucratique. Alors il y a des startups qui doivent être bureaucratiques aussi, mais il y a des startups qui ne le sont pas et sur lesquelles on peut se dire bah, si j'ai une idée, je peux le faire et je peux le mettre en place assez rapidement. Mhm. Et à l'heure actuelle, le fait que tu sois indépendant, euh, ça te permet de dire ce que tu penses, d'avoir une voix différente et d'apporter un autre son de cloche, en fait. Oui, alors une fois où ça m'a porté préjudice, c'était au tout début du Green Deal, où j'ai été un des analystes les plus opposés à la stratégie hydrogène, en particulier de Ursula von der Leyen. J'y étais opposé pour des raisons assez simples. D'abord, je suis un chimiste et je sais que ça n'allait pas marcher.
Et puis, je pensais, ce qui d'ailleurs s'est révélé, que mettre beaucoup d'argent public dans un truc dont on n'est pas bien sûr, c'était le début de la corruption. Hein, c'est comme ça que toutes les affaires de corruption commencent d'ailleurs. J'ai été vu par certains de mes concurrents comme pas fréquentable. Alors je ne vais pas aujourd'hui les citer par charité chrétienne, mais certains m'ont expliqué que finalement, comme on n'était que deux finalement à être contre la stratégie hydrogène en 2019, hein, c'est assez, eh bien on était vu comme climato-sceptique, ce que je ne suis absolument pas. Aujourd'hui, la stratégie hydrogène de la Commission a fait faillite. Hein, on peut utiliser le terme a failli au moins. J'attends toujours des excuses de ses concurrents. Voilà. Donc, je pense que il faut être prêt à dire ce que l'on pense et à se battre sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a des positions qui sont difficilement politiquement acceptables ou politiquement pas correctes et que certains préfèrent ne pas prendre ou préfèrent se mettre de l'autre côté. Je suis de temps en temps, j'ai été dans une interview à la radio avec quelqu'un un analyste, qui a dit que le blackout espagnol ne venait pas du renouvelable et que le rapport final était publié, ce qui est faux. Le rapport final n'est pas publié. Donc voilà. Mais effectivement, ça fait mieux de dire que ça vient pas du renouvelable. Mais aujourd'hui, ce que l'on attend d'un analyste, ce qu'on attend de gens, c'est une certaine honnêteté intellectuelle. C'est d'ailleurs ce que les électeurs reprochent beaucoup à leurs élus. Thierry, merci beaucoup pour ce qu'on appelle ici ton free thinking. Libre penseur, on en a besoin et j'espère que tu pourras revenir sur le podcast bientôt. Merci, Lucie. À bientôt. Bientôt. This podcast was recorded on December 5, 2025. This is Leslie Pelletier Guzman saying good day and good luck. If you like what you hear, want to support Energy Vista, discuss sponsorship, or send feedback, contact me.